Chers camarades, en général je dis citoyennes et citoyens, et là entre nous on peut dire chers camarades, je vais passer sur un autre angle, celui de l'histoire. Parce que je trouve qu'il est bon de rappeler aux anciens, mais aussi aux jeunes générations, que des combats ont été menés, que certains combats ont été victorieux, et que donc, il faut, même dans des périodes extrêmement difficiles, et je sais s'il y a eu des périodes difficiles, je pense à la jeunesse de mon père, qui a adhéré au Parti communiste en 1940, si vous voulez dire que l'horizon en 1940 était quand même extrêmement radieux. Donc, il y a eu des périodes encore plus difficiles dans le passé, ce qui n'a pas empêché de se battre et d'avancer. Et donc, le titre que j'en prendrais, c'était la xénophobie, arme de division de la classe ouvrière. Et ce titre, c'est une paraphrase d'un tract distribué à la veille du 1er mai 1941, qui s'intitulait « L'antisémitisme, arme de division de la classe ouvrière ». Et en distribuant ce tract, un camarade qui a ensuite milité dans les Pyrénées-Orientales a été arrêté. Lui, comme il distribuait un tract, la police l'a pris sur le fait, il est passé en jugement et il a été interné, il s'est évadé et il a repris le combat. Alors, quand on parle de xénophobie, dans la plaquette qu'on vous a donnée, c'est détaillé. Dans ce département, la xénophobie a un caractère particulier. C'est une xénophobie anti-espagnole. Pourquoi anti-espagnole? Parce que tout simplement, comme on est un département frontière, que, contrairement à ce qu'on croit, toute une partie de la Catalogne était traversée par une crise économique importante à la fin du XIXe siècle. Mon arrière-grand-père, il crevait de faim, quelque part, nulle part, je sais pas où c'était, entre le Val d'Aran et l'Érida. Pour vous dire que c'était un trou perdu, il crevait de faim, et il est venu à Perpignan travailler comme maçon. Donc nous avons tous dans ce département des racines espagnoles, au sens large du terme. Nous sommes tous des Catalans, de purs Catalans, j'ai toutes mes quartiers de catalanité, mais j'ai un côté quand même espagnol, catalan-espagnol extrêmement fort. Imaginez-vous qu'un tiers de la population dans les années 30, c'était des Espagnols dans ce département. Si vous ajoutez tous les Espagnols qui ont été naturalisés, plus les enfants d'Espagnols naturalisés parce que nés en France, vous arrivez, vous imaginez, à un pourcentage extraordinaire. Alors ces Espagnols, ils sont arrivés dès la fin du XIXe siècle, ils sont arrivés pendant la guerre 14-18 parce qu'on manquait de main-d'œuvre, et donc, il y a eu un sentiment chez un certain nombre d'anciens combattants de 14-18 sur l'idée que ces Espagnols s'étaient enrichis pendant qu'eux, ils se battaient au front. Et alors, chaque fois qu'il y a eu des tensions et des mobilisations, alors je pense en 1938, lors de l'affaire des Sudètes, je pense en septembre 1939, on voit ressurgir dans une partie de la population un sentiment xénophobe. Et alors, ce sentiment xénophobe, il est le fait, j'allais dire, de la petite bourgeoisie et de la grande bourgeoisie. Alors je vous citerai deux exemples que je trouve très mignons. C'est les commerçants de Perpignan. Nous voyons d'un mauvais œil que les étrangers s'enrichissent pendant 14-18, pendant que les nôtres défendaient leurs magasins, leurs biens, leur avoir, leur famille. Je trouve que, comme définition du patriotisme, c'est pas entièrement inintéressant. J'ajouterai que pour le propriétaire du domaine du château de Jaux, vous voyez, c'est encore un pauvre paysan, en 1939, au moment de la mobilisation, il écrit au préfet. Et il dit voilà, il faudrait interdire aux travailleurs agricoles de pouvoir changer de domicile et d'emploi, afin de faciliter la surveillance, leur surveillance par les employeurs devenant les meilleurs auxiliaires des pouvoirs publics. Voilà. Alors, comme il n'était quand même pas entièrement futé, à la fin de la lettre, il ajoute « Ça nous permettrait de consolider la main-d'œuvre, évitant ainsi certains conflits sociaux toujours à craindre, étant donné la pénurie de main-d'œuvre qui se manifestera. Car main-d'œuvre rare égale augmentation des salaires, rapport de force obligeant. » Et donc,
le préfet, là, d'un moment, donc on est là en 39, il dit ceci: la situation se trouve actuellement encore plus dégradée par la suite d'un grand nombre de réfugiés. C'est au lendemain de la retirade. Et la plupart des réfugiés de la retirade ne sont pas restés dans le département. C'est un mythe. Les femmes et les enfants ont été envoyés quasiment immédiatement à travers toute la France. Les hommes ont été parqués dans les camps, mais je verrai par la suite qu'ils vont sortir des camps sous des formes diverses et que, tout compte fait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a relativement peu de républicains espagnols dans ce département. Alors, par exemple, vous avez un groupe qui écrit à l'Indépendant: nous, un groupe de mobilisés, sommes français. Nous partons laissant femmes, enfants et vieux parents, mais si les lâches espagnols qui se trouvent ici, plus jeunes que nous et bandits notoires, ne quittent pas le pays, attendez-vous à des incidents violents. Je signale lâche espagnol, je signale bandits notoires. Et donc, évidemment, vous avez toute une série de mesures. Et ces mesures sont parfois vexatoires. Par exemple, le préfet interdit l'accès des cafés aux Espagnols. Voilà. Et d'ailleurs, le Centre espagnol, qui était une fondation, des mutuelles espagnoles créées fin du XIXe siècle. Et ils avaient des lieux, ils avaient une salle de bal. Tout le monde attendait au Centre espagnol. Il y avait des salles de bal, il y avait un café. Eh bien, on va fermer ces lieux de loisirs pour ne garder que la beauté. Et le Centre espagnol va dire, voilà, nous mettons à la disposition de l'État français nos locaux, où on avait d'ailleurs hébergé des enfants pendant la guerre civile. La salle de bal, la salle de théâtre, c'était devenu des dortoirs pour une colonie d'enfants espagnols. Ces locaux, on les met à la disposition des autorités militaires pour en faire un hôpital. Et donc, vous voyez cette espèce de flambée. Chaque fois, et donc, comme je disais dernièrement, un colloque sur l'après 1918, la guerre est fondamentalement liberticide. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Robespierre qui l'a démontré dans un grand discours quand il a s'est montré hostile à la déclaration de guerre. Mais la propagande, y compris de l'indépendant qui a toujours été très anti-front populaire en Espagne, a quand même, j'allais dire, eu un impact. Alors cet impact, on le retrouve y compris au sein de la CGT. Il y a une réunion des deux commissions administratives, l'Union locale de Perpignan, qui était la grande union locale, plus l'Union départementale, qui a lieu en septembre 1939. Donc, vous voyez, à peu près. Alors, en septembre 1938. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est la crise des Sudètes. Et on se dit qu'il dit crise, va dire augmentation des prix. Donc, perte de pouvoir d'achat. Donc, c'est ça le sujet. Et de cette question de l'augmentation des prix, on va glisser sur les étrangers. Et alors, il y en a un qui dit ceci, il dit la question épineuse des étrangers, un dénommé Basset fait remarquer que la rumeur publique vise surtout les commerçants étrangers, la plupart factieux, c'est-à-dire pro-franquistes, et non les ouvriers. Et donc il y a une émotion. Les dossiers attirent l'attention des pouvoirs publics sur la question des étrangers et invitent les ouvriers français à observer le calme et le sang-froid vis-à-vis de leurs camarades travailleurs étrangers. C'est un peu plan-plan. C'est-à-dire que, comme émotion de solidarité, on fait mieux. Mais ce qui est plus grave, c'est que la délégation qui va porter cette motion au plan-plan, elle reçoit des consignes. Et qu'est-ce que c'est les consignes? Les étrangers mobilisables devront, en cas de conflit, partir soit sur le front républicain espagnol, soit sur le front français. Les non mobilisables, établis en France depuis 1936, devaient être expulsés du département. Le cas des autres, ceux qui sont arrivés en 1920, feront l'objet d'enquêtes particulières. Autrement dit, on s'aperçoit qu'une partie de la majorité ex-confédérée est sensible aux propositions du gouvernement d'aider dont vous avez parlé. J'ajouterai qu'on retrouve ça à la base. Et je vous lis un extrait d'une lettre qu'ont envoyé les carriers de Rodez. Alors, vous savez, il y avait des carrières de granit à Rodez. Et voilà ce que disent 22 ouvriers. Nous ne comprenons pas quand on subventionne avec des millions les camps du Barcarès et autres, dans un but certes très humanitaire, mais au profit d'étrangers.
déjà, ça commence à se déraper. Alors que nous, pères de famille français, ayant fait pour la plupart la guerre 14-18, risquent le chômage à partir du jour à venir et vont souffrir de la gêne et peut-être même de la misère, car il aurait suffi que l'État passe quelques commandes aux carrières pour que nous ayons du travail. Là, on voit déjà comment le chômage, la crise vont faire évoluer les mentalités. Or, ces carrières de Rodez, dès l'été 36, s'étaient mis en grève sur une chose exceptionnelle. Ils s'étaient mis en grève contre la préférence nationale à la gauche. Alors là, on remonte toujours aux radicaux. 1932. Herriot, le maire de Lyon, président du Conseil des ministres, dit ceci. Le chômage donc c'est 1932, le chômage est pour une grande partie la conséquence de l'inflation de la main-d'œuvre qui a suivi la guerre. On ne parle pas des conséquences de la crise économique de 1929, mais de la crise du capitalisme. Vous imaginez, on part sur le côté. Et il ajoute, nous ne pourrons plus jamais employer à la fois tous nos compatriotes et tous les étrangers qui ont afflué chez nous. Je signale que souvent, on est allé les chercher, les étrangers. Je parle en particulier, moi qui ai vécu 40 ans, qui ai eu la joie et le bonheur de vivre 40 ans dans le Nord-Pas-de-Calais, je peux vous dire que les Polonais, on est allé les chercher par temps complet. Et que d'ailleurs, suite à la crise des 29, quand leur contrat est arrivé à échéance, on les a renvoyés par temps entier en Pologne, sans leur demander le reste. Et donc, il fait voter une loi sur la préférence nationale à l'embauche, et il dit les sociétés qui travaillent pour l'État ne peuvent pas avoir plus de 5% de travailleurs étrangers. Or, aux carrières de Rodez, il y avait bien sûr des Espagnols. Les Espagnols, quand vous faites 30% de la population, vous en avez partout. Mais surtout, il y avait des Italiens. Parce que les carrières italiennes étaient vraiment les grands spécialistes. Et quand on a construit le train jaune, vous voyez tous ces magnifiques ponts, ces tunnels, enfin tout ce travail magnifique de pierre, qui c'est qui l'a fait? C'est les Italiens. Et si vous allez à Gand, si vous allez en Cerdagne, le travail du granit en Cerdagne, c'est les Italiens. Et donc ces Italiens, ils étaient là. Et donc, il y a, au cours de l'été 36, il y a une commande. Et pour faire face à la commande, le patron, qui est un radical, le directeur de la société qui est un radical, qui est aussi le maire de Rodez, eh bien, il embauche. Mais il embauche selon les critères. C'est-à-dire, il dit aux Espagnols et aux Italiens, il n'y a pas de travail pour vous. Et immédiatement, tous les travailleurs de Rodez se mettent en grève. Et là, on est à l'été 36. C'est-à-dire, j'allais dire, dans la foulée de la victoire du Front populaire. Et, eh bien, il y a un recul. Et donc, grâce à l'intervention du syndicat, grâce à la mobilisation de la population, on arrive à faire embaucher tout le monde. Et là, il y a un débat, fort débat, très intéressant. On a une alternative. Soit on est dans la situation où on embauche, c'est la position du patronat, j'embauche qui je veux et je licencie quand je veux, ou alors on est sur l'idée qu'on partage le travail. On sait bien qu'il n'y a pas de travail pour tout le monde, c'est une évidence, mais on partage le travail, et ce partage du travail, qui c'est qui le gère? C'est le syndicat. Un peu comme ça a été pendant des décennies l'activité des dockers. L'embauche des dockers, c'était sous le contrôle du syndicat. Alors, et là, il se passe quelque chose de très passionnant, c'est que le temps passe et on arrive en 37. Et en 37, la situation change. C'est la pause. Puis c'est l'arrivée des radicaux au pouvoir. Et on va voir un basculement. Et le combat reprend. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais vous avez des textes. Et on va sortir, l'IHSCGT va sortir une plaquette là-dessus. Et on va avoir un renversement. Le patron est droit dans ses bottes. Et il est d'autant plus droit dans ses bottes qu'il a le soutien de la police et du corps préfectoral. Il envoie donc il se remet en grève, il envoie donc un policier, il va sur place, le sous-préfet de Prades, il envoie un inspecteur, vous imaginez ce que ça donne, un inspecteur qui vérifie, cet inspecteur il va vérifier la situation administrative des étrangers.
c'est ajouté de l'huile sur le feu. Hein. Et il dit ceci. Au cours d'une enquête, j'ai appris que les ouvriers syndiqués des carrières de Rodez se rendront à Perpignan dans l'après-midi du 14 juillet pour participer au rassemblement populaire. À l'époque, il y avait des manifestations populaires pour le 14 juillet. La dernière grande manifestation populaire pour le 14 juillet, c'est celle de 1953, qui va se terminer par l'assassinat par la police de 4 travailleurs nord-africains. Et à partir de 1953, il n'y aura plus de grandes manifestations populaires pour le 14 juillet en France. Et donc, ce flic se permet d'aller voir l'Italienne, Zeffiro, et lui dire, voilà, je t'interdis de participer à la manifestation de Perpignan. Et ce geste n'est pas un fait exceptionnel. J'ai retrouvé dans les archives plusieurs faits où, lors de grèves, par exemple, la gendarmerie a dit à des grévistes espagnols, vous n'avez pas le droit de manifester, vous n'avez pas le droit de vous mettre en grève. Donc vous voyez que déjà, dans les années 30, le travailleur étranger, je ne parle pas de clandestin, je parle de travailleur étranger officiel, avait des droits syndicaux et politiques limités. Et donc il dit, vous n'avez pas le droit d'y aller. Alors l'autre dit, mais je n'ai rien à faire, j'irai manifester, je ferai la fête à Rodez, parce que les travailleurs de Rodez faisaient la fête le matin, faisaient des carbolades, et puis ensuite ils se rendaient à la manifestation de Perpignan. Il dit, j'irai. Et alors, l'autre lui dit, si vous y allez, je demande une mesure d'expulsion. Et expulsion, vers où? Vers l'Italie fasciste. Et déjà, où on en était quand même au niveau de la menace, ce n'était pas une menace à nous. Hein. Et effectivement, il fait un rapport, et alors dans ce rapport, c'est là que ça devient intéressant, c'est parce qu'on voit comment la police, eh bien, se glisse dans les pantoufles de la xénophobie sans problème. Et on se dit qu'après, il ne faut pas s'étonner si lors de la rafle du Veldiv, lors de ce qu'on a fait le recensement de juifs étrangers, hein, à travers le sud de la France, vous avez eu nombre de policiers à qui ça n'a pas posé grandement de problèmes. Parce qu'il y avait quand même une tradition de l'indésirable qui s'était structurée dans les années précédentes. Il n'y a pas comme ça de cassure, on est dans le continuum, malheureusement. Et vous savez, on a déposé les archives d'André Stille. Et André Stille a été arrêté lors de l'affaire du complot des pigeons. Parce qu'il y a eu une grande manifestation contre le général Ridgey, on est là sur la création de l'OTAN. Et ce jour-là, cette grande manifestation qui a été violemment réprimée, c'est un peu la rigolade de ce qui s'est passé à Paris samedi dernier. L'affrontement lors de la manifestation contre Ridgey, c'est quelque chose nettement supérieur. Eh bien, il n'y a qu'un mort. Et comme par hasard, ce mort est un ouvrier tué par balle. Un mort tué par balle, c'est un ouvrier algérien. Et donc je dis qu'il y a un continuum entre 52, 53, et puis ce qu'on va connaître par la suite. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut être toujours très vigilant quand commencent les dérapages. Parce qu'il faut bondir immédiatement, sinon le dérapage, il augmente, et on ne sait pas où il s'arrête. C'est pour ça que quand il y a eu ces débats sur l'internement administratif, la liste S, j'étais physiquement inopérant, et j'avais envie de dire à tout le monde, nous on connaît, nous autres historiens, nous savons ce que c'est la liste S, nous savons ce que c'est l'internement administratif, on peut vous dire que c'est liberticide, ça peut devenir très vite liberticide pour tout le monde, et qu'en plus, c'est totalement inopérant. Parce que les gens qui ont été arrêtés, tout ça, ça ne les a pas empêchés de continuer le combat une fois sortis de prison. J'ajouterai que cette grève des carrières de Rodez, elle a lieu en même temps, été 36, que le coup d'État militaire en Espagne. Et on voit tout de suite qu'il y a, j'allais dire, fusion entre à la fois la solidarité entre ouvriers français et ouvriers étrangers en France, mais qui a soutien indéfectible des ouvriers des carriers de Rodez par rapport aux républicains espagnols. Et ça se voit par une série de collectes, et c'est d'autant plus, j'allais dire, sensible, qu'on voit comment ces collectes sont des collectes de pauvres gens. Les gens, ils viennent avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire des haricots, des pommes de terre, des conserves de légumes. Voilà. C'est des ouvriers agricoles, c'est des petits paysans, c'est des travailleurs,
ils n'ont pas d'argent. Et donc ils ne donnent pas de l'argent, mais ils prennent sur leur réserve de nourriture pour les donner aux républicains espagnols. Sur l'accueil de la CGT, par la CGT des enfants d'Espagne, on en a parlé hier, j'ai vite là-dessus. Sur la solidarité lors de la retirade, je voudrais quand même parler d'une jeune fille. Lucette Justafré. Alors Lucette Justafré, c'est une jeune institutrice, au Pertus en plus, elle est en poste au Pertus, alors ça, pour être en première ligne, elle est en première ligne, et elle est, on va dire, pivertiste, c'est-à-dire c'est l'aile gauche de la SFIO. C'est une responsable du syndicat national des instituteurs, alors affiliée à la CGT. Et elle va se démener, et en particulier, elle va écrire, donc elle va accueillir dans son école. Les Quakers vont mettre une cantine roulante dans l'école, et l'école va être transformée, j'allais dire, en lieu d'hébergement. On fait plus court, parce que pendant la retirade, on fait plus court à l'école du Pertus. On a autre chose à faire. Et elle va s'adresser au journal du syndicat des instituteurs, l'école émancipatrice, où elle publie le 4 février, avant d'évoquer toutes les raisons de l'écœurement et de la haine que chaque minute en croit en nous. C'est un appel pressant, angoissé et perdu que nous lançons. Et cet appel va entraîner la venue du secrétaire national du SNI sur place et un article dans l'École libératrice où elle évoque cette petite institutrice en s'attendant les cordes, porter les espadrilles, hein, et en tablier. Vous avez tous vu vos grands-mères avec leur tablier comme une idée. Et évidemment, suite à cet article, vous aviez un afflux. Mais plus intéressant, c'est que il s'est créé, la CGT a créé, à partir de la Bourse du travail de Toulouse, un comité interdépartemental pour la population espagnole à l'exil. Ce comité groupait toutes les UD. Et là, les UD, il y a eu un appel, et en particulier une idée, c'était s'occuper des enfants. Parce que, si vous voulez, on a parlé des enfants qui étaient venus en France, qui sont passés en Angleterre, au Mexique, à travers le monde, même jusqu'à Moscou. Mais il y avait, en Espagne, des centaines de colonies. Je dis colonies entre guillemets, on dirait plutôt de centres d'hébergement. Et en particulier en Catalogne, il y en avait un paquet. En Cerdagne, il y avait 21 colonies. Dont une, par exemple, dans les locaux de la Molina, du club de ski de la Molina, on avait mis des enfants espagnols. Et lors de la retirade, ces enfants, ils rentrent en masse. La photo du livre là, qui est là, c'est le hall, la salle, le hall de la gare de la Troupe de Carole, envahi par des enfants. Et par exemple, il y a eu des liens entre la CGT et les syndicats belges, et de Perpignan part en train avec 1200 enfants pour la Belgique. Voilà. Donc une solidarité. Mais il y a des enfants isolés. Il y a des enfants qui ont perdu leurs parents sur les routes de l'exil. Vous avez vu, vous connaissez tous les photos, vous imaginez ce que ça a été. Et donc ces enfants isolés, qu'en faire? Eh bien, le centre espagnol, eh bien, le SNI vont mouiller leur chemise. Et il y a une lettre très intéressante de l'instituteur de Saint-Paul-de-Fenouillet, qui lui prend en charge 21 enfants, les place dans des familles ouvrières, et s'en occupe, et il a quelques tensions avec une espèce de parachique républicaine qui dit « mais ils sont dans un milieu trop populaire, il faudrait peut-être les mettre dans des familles plus aisées ». Alors, il se fait rentrer dans les plumes par ce syndicaliste. Alors, il y a une phrase que j'adore, qui montre qu'on est dans un autre temps, il dit alors, comment ça, oui. Il dit ceci: moi je ne fréquente pas les gens qui ont des comptes en banque. Non, mais pour montrer, on a montré quand même comment on a changé d'échelle, d'accord. Les bourgeois ont des comptes en banque, les prolétaires reçoivent une paix en argent à la fin de la quinzaine. Voilà, à peu près ça. Et donc, oui. Et donc je passe un peu parce que il y a eu, après des interventions pour sortir des gens des camps, les syndicalistes sont entrés dans les camps pour leur apporter une aide morale, je n'insiste pas là-dessus. Sur la xénophobie d'État, on a parlé ce matin de Daladier, mais il y a quelque chose que vous n'avez pas évoqué dans les lois Daladier, c'est qu'il y a un article qui dit ceci: les étrangers sans nationalité ou bénéficiant du droit d'asile. Sans nationalité, c'est les juifs, les apatrides, mais c'est en fait les gens de l'Est, de l'Autriche-Hongrie, et puis de l'Allemagne. Voilà. Les donc, sans bénéficiant de droit d'asile, sont soumis à toutes les obligations imposées aux Français
sur la nation en temps de guerre. Et ça va vous donner deux choses. Si un jour vous allez au Barcarès, vous verrez trois trucs en béton, on se dit, tiens, il y a un promoteur immobilier, il ne sait pas quoi faire du béton, il en a fait trois trucs, il n'y a aucune indication. C'est là qu'ont été formés 3 régiments de marche de la Légion étrangère, composés, j'allais dire, par moitié de République espagnole, par moitié d'apatrides juifs et autres antifascistes divers d'Europe centrale. Et puis on a créé ce qu'on appelle les compagnies de travailleurs étrangers. Et ces compagnies de travailleurs étrangers, elles ont été envoyées pour servir l'armée. Par exemple, il y en a qui se trouvaient en Champagne, dans des dépôts de munitions, et ils déchargeaient des wagons. Pourquoi pas? Si ce n'est que, lors de l'offensive allemande, un certain nombre, en gros peut-être 10 000 d'entre eux, ont été faits prisonniers. Et là, c'est un des plus grands crimes de Vichy, et c'est une tâche que je rappelle toujours parce que une tâche sur l'armée française. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans un premier temps, les prisonniers sont envoyés en Allemagne dans des stalags mélangés aux Français. Et dans un deuxième temps, suite à des négociations entre le ministre des Affaires étrangères franquiste, les autorités fascistes, et un lâchage de Vichy et de l'armée française, on a trié les Espagnols. Alors ça, si vous avez l'occasion, vous regardez dans le livre Mémorial de la déportation, vous avez des chapitres à la fin qui sont éclairants. On a trié les Espagnols et on les a envoyés à Mauthausen. Et alors, ça donne quoi en bout de course? Ceux qui sont restés dans les stalags, y compris les Juifs. Alors là, c'est quand même un truc vraisemblable. Les soldats français juifs n'ont jamais été inquiétés par les autorités nazies. D'accord? Ils ont fait toute la guerre dans le stalag. Dans un stalag, taux de survie, 98%. Taux de survie à Mauthausen, 28%. Ça, ce n'est pas ce documentaire. Hein. Et c'est une des choses que j'aimerais bien que, avec l'appui de toutes les forces démocratiques, on rappelle jusqu'où la xénophobie et la haine du rouge peut amener des gens bien pensants, parce que la commission d'armistice, quand même, elle n'a strictement rien fait pour empêcher ce massacre de masse. Sur la participation des Espagnols à la résistance, je n'ai pas le temps d'en parler. Disons que dans ce département, comme dans tous les départements du Midi, les Espagnols ont été le fer de lance de la lutte armée. C'est tellement connu que ce n'est pas la peine d'insister. D'ailleurs, vous avez un livre sur le Canigou et son pourtour. Dites-vous bien que Céré a été libéré par les Espagnols, que la défense de Vellmanya, qui ont été les plus efficaces, c'est les Espagnols lors de la défense de Vellmanya. Je n'insiste pas là-dessus. Par contre, je voudrais parler un peu de l'après-guerre, parce que ça, c'est moins connu. Et c'est un chantier que l'Institut d'histoire sociale va mettre en route. C'est l'aide, l'internationalisme prolétarien en œuvre de, en gros, 1947 jusqu'à la mort de Franco. Alors, ça prend des formes diverses. D'abord, la Bourse du Travail, à la Libération, devient le siège des syndicats espagnols. L'UGT a son siège à la Bourse du Travail. Et quand le Parti communiste et les organisations satellites sont interdites en 1950, la Bourse du Travail devient, j'allais dire, la façade officieuse derrière laquelle se réfugie toute une série de réunions interdites. Il faut dire aussi une chose importante, c'est que on va avoir dans les années 60 une troisième vague migratoire espagnole. Une vague migratoire économique extrêmement importante, et la CGT va faire son travail, qui est d'amalgamer les trois vagues d'immigration, celle des années 1900-1930, celle de la guerre d'Espagne et celle des années 60. Et elle va faire en sorte de les amalgamer et de les monter vers le haut. On parlait tout à l'heure de monter les gens vers le haut, en leur disant, il faut que vous vous syndiquiez, il faut que vous vous battiez avec nous pour défendre vos droits de travailleurs, comme les travailleurs français, comme tous les travailleurs. Ce qui explique que dans le bâtiment et chez les agricoles, on va avoir toute une propagande à l'espagnol. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre à l'avant. Hein. Et cette propagande espagnole, elle sera efficace. Parce que vous allez avoir un certain nombre de républicains espagnols qui vont devenir des cadres, j'insiste lourdement sur ce côté-là, hein, des cadres syndicaux. Par exemple, j'ai retrouvé un rapport de police, vous avez dénommé Fuster,
tout le monde connaît sa fille, Marina, beaucoup de gens ici connaissent Marina Fuster-Mandro, eh bien, Fuster, son père, eh bien, c'est lui qui mène la bataille des grèves sur la région du Soleil où il habite. Bon. Alors qu'il est sur la liste S, alors qu'avec son camarade, lui, il est assigné à résidence, décret d'expulsion en sursis, et donc il est menacé lourdement. Eux, ils se battent. À la compagnie et ces militants qui se battent, eh bien, ils vont gagner la confiance des travailleurs, qu'ils soient français ou pas français. Ce qui fait que chez Astre, eh bien, vous avez Diego Rodriguez, donc Salmon pourra vous en dire plein de bien. Diego, eh bien, il va être présenté comme délégué du personnel au sein de la société Astre par la CGT. Je dirais que ça sera dans tous les sens. Par exemple, vous avez un camarade qui s'appelle, peu importe, qui lui arrive en 62, il fait partie de cette vague d'immigration économique. Il venait du fin fond, il travaillait dans des mines de la Union, dans la région de Carthagène. Il vient en France, il tombe au soleil. Il n'est pas de gauche, il tombe au soleil, dans un milieu où il y a des Espagnols républicains. Il s'engage dans les jeunesses communistes et il va devenir un des passeurs. J'en reparlerai tout à l'heure. Et non seulement il va devenir un des passeurs, il va devenir un militant de la CGT. Et en 70, on l'envoie créer, constituer, impulser des commissions ouvrières à La Union. En 73, il est arrêté, condamné à 3 ans de prison. Et quand il va sortir de prison, il arrive à Barcelone. Et à Barcelone, il va devenir le responsable des commissions ouvrières du bâtiment. Il va être un élu municipal à Barcelone. Et puis après, il va partir à Madrid, où il aura des responsabilités nationales. Donc vous voyez, cette espèce, j'allais dire, fraternelle, où à la fois il y a solidarité en France, mais solidarité aussi avec l'autre côté de l'Espagne. Et cette solidarité, je terminerai là-dessus, eh bien, elle se manifeste dans les passages. Et je vous invite tous à venir à la Casa de la Generalitat le 19, où nous sortirons les tomes des actes sur les passages clandestins de 1934. C'est-à-dire qu'en 1934, nous faisons rentrer en France des responsables des Asturies, de la fameuse République socialiste des Asturies, en même temps que la Généralité de Catalogne, réprimés de façon extrêmement sanglante par la République bourgeoise, et on va exfiltrer un certain nombre de ces militants en France via, j'allais dire, la Catalogne et les Pyrénées-Orientales. Donc ça commence en 1934 et ça s'arrête à la mort de Franco. Et pendant cette période, ça fait quand même plus de 30 ans, vous allez avoir dans ce département toutes les organisations antifranquistes vont mettre en place des filières de passage. Et ces filières de passage, elles vont fonctionner dans les deux sens. Elles vont fonctionner pour apporter du matériel. Alors, dans un premier temps, vous imaginez qu'on passait les Pyrénées à pied, qu'en une marche de 7 à 6 nuits, on faisait la frontière jusqu'à Barcelone, et que dans un deuxième temps, on s'est développé le train, puis dans le deuxième temps, la classe ouvrière française, sans bourgeoisie, entre guillemets, ils ont acheté des voitures d'occasion, et que donc, à partir de là, eh bien, profitant de l'afflux de touristes en Espagne, vous avez des petites familles françaises, donc une jeune gamine qui devait avoir 3-4 ans, qui était mignonne à l'époque, toujours mignonne, et bien avec son papa et sa maman, ils jouaient la famille française mignonne, qui était en retour en Espagne, et ils y amenaient de la propagande, ils y amenaient des cadres, ils en sortaient des cadres pour chasser, et donc vous allez avoir ce flux constant, en gros, de 1945 jusqu'à la mort de Franco, et même après, de gens qui vont passer la frontière pour des raisons politiques, pour continuer le combat. Car ce sera ma dernière phrase. Nous allons organiser une journée d'études sur la retraite. Non pas pour faire dans le compassionnel, mais sur un thème bien précis. Nous reculons pour mieux continuer le combat. Et ce combat, nous l'avons, ces républicains espagnols, ce combat, ils vont le mener d'abord en France, contre le fascisme nazi, contre le fascisme français. Ils vont essayer de rentrer en Espagne, c'est l'opération du Val d'Aran, mais peu de gens savent qu'à l'automne 1944, en Cerdagne et en Val-Espire,
vous avez eu des opérations de soutien pour éviter que les troupes franquistes se dirigent sur le Val d'Aran. Et ils vont continuer la lutte armée jusque dans les années 50, début des années 50, en Espagne. Vous avez, écoutez, en Cerdagne, il y avait les anarchistes, avaient une base. Et ils rentraient à pied par le chemin de fer, ils suivaient la ligne du chemin de fer, puis Cherda à Barcelone, ils rentraient à pied faire des sabotages tout le long. Ils faisaient des sabotages importants. Donc la lutte armée jusqu'à les années 50. Et puis lorsqu'on pense que la lutte armée débouche sur rien, eh bien, les Pyrénées orientales vont devenir une base de la lutte politique et syndicale vers l'Espagne. Donc, oui, ils ont reculé en 1939, oui, ils ont pris les chemins de l'exil, mais pour mieux combattre, et ils ont combattu jusqu'à la fin. Je pense à Cristino Garcia, républicain espagnol, héros de la résistance dans le Gard, qui sera fusillé en Espagne. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est bon qu'aujourd'hui, la CGT reprenne ce qui a été une de ses grandes forces, de ses grandes luttes des années 50, 60, 70. Pensez tous à la lutte pour la solidarité avec le Chili, la solidarité avec l'Indochine, les peuples d'Indochine et du Vietnam, la solidarité avec les peuples d'Algérie et du Maghreb. Il faut que nous reprenions, que la CGT, le mouvement syndical, reprenne fortement en main la lutte, j'allais dire, internationaliste, la développe non seulement en Europe, pour une Europe de progrès, mais la développe à travers la Méditerranée, parce que nous sommes tous frères en Méditerranée. La Méditerranée, c'est quand même mon cœur, je vous le dis très franchement. Je me sens plus proche en Tunisie que dans les plaines de Flandre. Bon, c'est pour ça que je suis un peu, je le dis. Eh bien, selon Claire, l'internationalisme doit redevenir un des thèmes forts du mouvement ouvrier, syndical et politique.